Sirex. Mesdames et messieurs, nous allons revenir tout à l'heure. Je rappelle que vous êtes sur le grand plateau. Ce sera tous les jours comme ça, hein, pendant la durée donc, du salon à partir de 16 h avec des invités de choix. Nous discutons de choses et d'autres concernant leur activité. Aujourd'hui, nous parlons de l'industrie extractive et la société, défis économiques et impacts sociaux. Ils font avancer l'économie extractive de notre pays. Ce sont des personnes à saluer. Ils ont des difficultés, ils ont des réalités aussi à affronter. Et c'est le moment ou jamais d'en parler parce que ce salon va permettre, pourquoi pas, de déboucher sur des choses positives pour tout un chacun. On se retrouve juste après cette respiration publicitaire. Retour sur le plateau, mesdames et messieurs du Grand Plateau. Oui, aujourd'hui, pour cette première journée d'ouverture du Sirex 2024, nous avons le grand plaisir d'avoir des invités sympathiques. Monsieur Sina Benoît Soro, il est directeur du développement durable chez Fortuna Rocks Gold. Stanislas de Stabenrath, PDG de XCM. Edes Ompleu, il est directeur technique African Resources, et puis Fabrice Koulaï, commercial senior chez XMG. Merci les gars. Tout à l'heure, Stan nous parlait bien sûr de forces et faiblesses. Monsieur Soro, quant à vos forces et faiblesses de votre secteur d'activité, c'est le moment ou jamais d'en parler parce que tout le monde est braqué sur le Sirex 2024. On nous suit de partout. Allez-y, lâchez-vous. Oui. Mais ce n'est pas une question de lâcher, puisque je le dis toujours. En fait, je pense que l'une des faiblesses du secteur... Ah, lui, il commence par les faiblesses. Oui, c'est la chaîne d'approvisionnement. OK. Il y a beaucoup d'équipements encore qui sont achetés à l'extérieur. Je crois qu'il serait intéressant... d'appliquer le local content aux équipements, pas seulement au capital humain. Oui, le tout n'est pas l'application du local content, mais le tout est d'avoir les équipements aussi sur place. Disponibles. Voilà, sur place, si on puisse transformer. L'idéal, c'est que ce soit des nationaux ou en tout cas des entreprises ivoiriennes ou qui sont bien installées qui ont ces équipements. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, je me dis qu'est-ce que vous préconisez? Vous avez peut-être une piste de solution à nous proposer? Non, je n'ai pas de piste de solution. Je réalise tout simplement qu'il y a beaucoup d'équipements qui sont encore achetés à l'extérieur. Ça, c'est les faiblesses. Voilà. C'est la principale faiblesse. Pour moi c'est vraiment... Et la force du secteur? Bien, la force du secteur, c'est qu'elle embauche beaucoup de jeunes. Elle embauche beaucoup de jeunes. Je vous donne juste un exemple. Voyez-vous, l'usine où je travaille, cette usine, pour démarrer les activités, 6 mois avant, j'ai procédé à la formation. Nous avons procédé à la formation des jeunes locaux. Et c'est avec joie que je vous dis que ce sont ces jeunes locaux, 24 personnes, qui font tourner l'usine. Mais c'est des gens qui n'avaient pas la chance d'avoir un emploi si on n'avait pas l'industrie extractive dans leur région. C'est dire la dimension sociale et sociétale de... Voilà. Donc, ah oui, mesdames et messieurs, c'est la galerie de témoignages ici. Justement, tout à l'heure, on va, dans la dernière partie de l'émission, parler de témoignages des actions RSE et puis de pistes de solutions pour voir un peu... Parce que le but aussi de cette émission, le but de CRS-TV, c'est de tout clarifier et de rendre les choses accessibles. Hein, parce que trop souvent ici, chez nous, on a l'habitude de cacher les informations. Il y a des gens qui travaillent, on n'en parle pas. Il y a des gens qui ne travaillent pas, dont on en parle et on en parle tout le temps. Donc franchement, le ministre des Mines, du Pétrole, de l'Énergie a voulu qu'à travers ces lucarnes-là, nous puissions sensibiliser et avoir de la pédagogie expliquée. D'où, j'imagine, hein, vous êtes très heureux d'être là sur ce plateau pour parler comme ça. Vous n'aurez pas eu peut-être ce temps de parole-là sur d'autres chaînes. Alors, monsieur Ompleu, dites-moi, force et faiblesse de votre côté, et on va terminer dessus ce volet-là avec monsieur Koulaï. Baselin, pour les forces, de manière générale, c'est que ce secteur, surtout les mines, apporte le développement au plus près des populations. C'est-à-dire, pour une zone qui était auparavant enclavée, quand on développe une mine dans cette localité, il y a des routes, par exemple, qui sont ouvertes pour aller à la mine, dont la population bénéficie, des ponts et d'autres infrastructures qui sont développées et donc qui apportent le développement auprès de la population. Tout à l'heure, M. Soro parlait de l'emploi. Et il y a aussi le développement de l'activité économique autour de cette mine-là. Et ça, d'autres secteurs, par exemple industriels, s'installeront à Abidjan. Les populations bénéficieront bien sûr des retombées, mais ces retombées ne sont pas produites directement auprès de la population et n'impactent pas directement cette population. Et c'est l'avantage ici de cette industrie. Pour les faiblesses, je parlais plutôt d'un contexte
donc qui concerne toute notre sous-région, c'est la sécurité. Et c'est un vrai défi donc, qui se présente à ce secteur-là. La Côte d'Ivoire est moins touchée par rapport à ses voisins du Nord, mais n'en demeure moins que c'est une menace sur le secteur. D'accord. Voilà. Merci infiniment pour cette contribution. Alors, Monsieur Koulaï, quid de votre entreprise? Quelles sont, selon vous, à votre niveau, les forces et faiblesses? On nous regarde, on nous écoute, allez-y. Je vais d'abord essayer d'étayer un peu ce que M. Soro a dit tout à l'heure. M. Soro, c'est la star de ce plateau. Oui, en tant que fabricant et vendeur d'engins pétroliers et de tout ce qui est engins BTP et miniers, et nous, on sait qu'aujourd'hui, ce qui fait que les engins sont chers et que les équipements d'extraction ont des coûts élevés est lié un peu au taux de dédouanement un peu élevé. Voilà, parce que quand vous achetez des engins en prix CIF, en Chine, parce qu'aujourd'hui, moi je fais partie de la première entreprise de production d'engins en Chine, XCMG. Donc sur l'échiquier mondial, on est troisième après Caterpillar, Komatsu et XCMG en tant que chinois, on vient en troisième position. Donc les prix CIF sont très bas en Chine, sont très bas même en Europe. Et lorsqu'on envoie les engins au niveau du port, le process de dédouanement, franchement, nous font, pour dire, augmenter les prix, en fait. On est conscient des réalités auxquelles sont confrontés le secteur minier. Mais on ne peut pas les donner à des prix qui pourraient les arranger, tandis que l'État nous met les bâtons dans les roues. Voilà, donc les impôts sont vraiment élevés. C'est un peu trop dire, hein, que voilà, l'État vous met les bâtons dans les roues, c'est un peu trop dire, parce que l'État vous permet de vivre quand même. Hein, oui, c'est l'État qui fixe. Pas exagérer quand même. C'est l'État qui fixe un peu. Ils sont vraiment conscients de ce que je suis en train de dire. Grâce à l'État, ce que l'État a organisé, que vous êtes assis là aujourd'hui. Une machine qui peut peut-être coûter 60 millions en Chine, mais à cause du dédouanement, ici, au port d'Abidjan, on va vous revendre peut-être l'engin à 100 millions. Ça, c'est des choses qu'on peut... Voilà. Et ça, c'est aujourd'hui... Et voilà, c'est un réel problème aujourd'hui pour le secteur minier. La douane nous handicape. Voilà. OK. Alors, au niveau des forces? Des forces, aujourd'hui, c'est un secteur qui est pourvoyeur d'emploi, qui vraiment génère des fonds. Et ces fonds-là, vraiment, dans d'autres localités, participent au développement de ces localités. Création d'écoles, création de coopératives, etc. Ce secteur-là accompagne vraiment la population dans l'exercice de leurs activités. Le secteur minier est un secteur qui est vraiment pourvoyeur d'emploi. À vous entendre, on est d'accord sur une chose, c'est que vous... est-ce qu'on a des chiffres de ce que vous apportez au niveau des embauches et autres? On n'a pas de chiffres officiels. On va donner, la régie va nous donner ça avant la fin de ce CIREX 2024. Et c'est vrai qu'en tant que journaliste, déjà, on sait que vous apportez énormément. Mais ce n'est pas seulement au niveau du capital humain. Il y a des actions concrètes. Et justement, on va aborder ça dans cette dernière partie d'émission, des témoignages sur les actions RSE. Comment, parce que je disais tout à l'heure, et j'insiste là-dessus, M. Soro a sa sensibilité, Stan a la sienne, mais sans oublier Fabrice et Edes aussi. Alors, la différence se fait où? Qui est plus RSE que qui? Ça, on verra ça peut-être à la fin. Mais dites-moi, quels sont les témoignages RSE qui vous ont le plus marqué? Où vous vous êtes dit, le soir en rentrant, vous avez regardé votre femme dans les yeux ou votre enfant en disant « Oui, j'ai apporté quelque chose à la société ». Stan? Alors, moi, pour mon cas, je suis une société, je fais de la fourniture d'équipements. Je fais partie de l'écosystème des industries extractives, mais je n'ai pas 200, 500, 800 employés. Donc, par exemple, nous, pour notre part, on s'inscrit dans le sport et dans la jeunesse. Donc, moi, je crois beaucoup au fait qu'ensemble, on peut faire plus de choses. Et en fait, il vaut mieux qu'on soit tous alignés pour aller plus loin. Donc, pour vous donner un exemple, l'année dernière, on a levé 64 millions avec à peu près une dizaine d'entreprises du secteur minier qui vont du forage, explorateur, tout mélangé. Et on a financé une académie de taekwondo qui s'appelle Evolution, qui est gérée par le coach Laté, qui est le coach de l'équipe paralympique, et qui a aussi, lui, une activité associative et qui aide des jeunes. Oui, il a aidé beaucoup de jeunes à aller aux Jeux olympiques, paralympiques. Non, mais alors, il est très impliqué. Tous ces financements, en fait, il y a un an, le secteur minier a décidé de participer à ce projet avec Laté et aussi avec Sylvia Botero, qui est une grande dame du secteur minier qui fait du taekwondo. Et en gros, on a apporté des financements pour payer les voyages pour aller aux compétitions internationales, pour aussi faire que les jeunes puissent aller à l'école. Et une partie de ces jeunes ont aussi fait des stages dans des entreprises minières.
64 millions, une année, c'est à peu près 25 médailles pour la Côte d'Ivoire. Et vous parliez du jeune Michel Boli de l'équipe de taekwondo. Ce jeune, d'ailleurs, son premier voyage à l'étranger, c'était le tout premier qui partait dans cette alliance pour le taekwondo. Il est parti en Égypte, ça a été financé par Géodrill et d'autres sociétés, et il est revenu avec une médaille d'or. Et donc là, c'est une année plus tard, mais on n'a pas beaucoup communiqué sur cette application. Je parlais de déficit de communication, hein, c'est ça? Non, mais il y a eu on ne pouvait pas vraiment communiquer, mais je ne parlerai pas de ça sur le plateau parce que c'est un sujet qui est dans la presse en ce moment. Et on a fait la même chose dans le rugby. On finance une association, un club associatif qui s'appelle le CRAC, qui est à Cocody, mais qui organise un tournoi à Songon, où il y a plus de 1000 enfants de tout le pays qui viennent jouer. Et on a commencé ça l'année dernière. Et puis suite à ça, on a découvert par exemple la danse, le Biama. Et un jour, on s'est levé avec Géodrill, on a été organisé par exemple une grande compétition de Biama à Sogefia, Yopougon, où on a invité personne de nos clients, etc. C'était vraiment pour. J'imagine que vous êtes un grand danseur de Biama. Non. Tout à l'heure, pour la démonstration, mesdames et messieurs, on va faire une petite entorse au conducteur ce vendredi. Alors, ça, c'est au niveau des témoignages des actions RSE. Alors, vous, cher ami Ampleux, un témoignage d'action. Moi, il y a une dame qui me disait à l'ouverture du CIRES, une dame qui est justement dans les mines, qui disait qu'ils avaient mis de l'eau potable chez une dame. Elle doit certainement être en train de nous regarder. Ils ont mis de l'eau potable chez une femme et le témoignage a bouleversé tout le monde. C'est-à-dire que quand ils sont venus avec des gadgets, des goodies, en plus de ce qu'ils ont fait par rapport à l'eau. Et la dame leur a dit, non, vous ne savez pas quelle était la couleur de l'eau que je prenais avant. Le fait d'avoir changé, de m'avoir donné de l'eau de façon réglementaire, c'est une bénédiction. Et ça fait couler. Vous, il y a des témoignages comme ça, les Ivoiriens veulent savoir. Exactement, Marcelin. C'est le lieu pour moi de remercier M. Malan, dont j'ai dit le nom en début d'émission, dont j'ai rejoint l'entreprise il n'y a pas très longtemps. Et il exerce dans le domaine de l'EMAP, comme j'ai dit tout à l'heure, les petites mines, donc avec son entreprise Ebony Goldfield, donc dans la région de l'ingénieur Djoablin. Et dans le mois d'août, il m'a donné l'occasion de visiter ces projets et me montrer aussi les actions qu'il mène sur le terrain auprès des communautés. Donc j'ai pu constater des pompes qui ont été faites dans des villages, la réhabilitation de certaines écoles primaires qui étaient vraiment délabrées, et nous avons visité un centre de santé flambant neuf, donc qui sera inauguré dans les semaines à venir. Donc ça, c'est un cas concret de quelqu'un qui apporte beaucoup à la communauté avec laquelle il travaille. Voilà. Alors, c'est bien de constater ce que vous faites, hein, parce que généralement, les Ivoiriens, beaucoup ne lisent pas, hein, donc c'est pas toujours qu'on est braqué sur les infos pour ce genre d'informations-là. Vous allez diffuser ce genre d'informations sur les réseaux sociaux, personne ne va lire. Donc, il faut être au CIREX pour avoir ces pépites-là. Voilà, ça fait du bien. Alors, et vous, très cher Koulaï, avant de tomber à la star du plateau, D'accord. Monsieur Marcelin, merci déjà. Merci. Aujourd'hui, c'est un bonheur d'apprendre qu'un enfant a été scolarisé. Parce que des choses vraiment qu'on trouve banales, mais qui sont des exploits dans des endroits. Et c'est ça qui est formidable. Voir qu'un enfant aujourd'hui arrive à être scolarisé parce qu'une mine s'est intéressée à sa localité, je pense que c'est déjà très bon. Ce sont des choses déjà à saluer. Voir aujourd'hui des femmes, des jeunes personnes, des jeunes étudiants qui arrivent à remédier, à surmonter le chômage du fait de la création des entreprises minières dans les zones, dans les localités. Je pense que ce sont des choses qu'on voit au quotidien. Moi, je ne suis pas en réalité un acteur du secteur minier, mais je suis, comment je appelle ça, je fais partie intégrante aussi de l'écosystème. Parce que nous, on vend, on fabrique et on vend. Donc, les populations souvent s'adressent à nous. Mais c'est vous qui vendez les engins qu'on prend pour casser nos localités. Vous voyez? Mais on arrive quand même à créer un juste milieu pour leur dire que ce sont des machines qui participent au développement. Oui, parce que ce même enfant que vous scolarisez, ce même enfant vit dans un environnement où quand il est né, l'eau de la lagune de son village était claire. Oui. Mais du fait de votre présence, 30 ans plus tard, l'eau de son village devient jaunâtre. Donc c'est vrai que vous avez scolarisé l'enfant, mais après aussi, ses parents ne peuvent pas boire de l'eau
potable quand il va continuer ses études. Enfin, c'est ce qu'on me dit dans l'oreillette. Parfois, ce sont des situations comme ça. Je dis ça, je dis rien. Hein. Oui, en réalité, les zones d'exploitation ne sont pas en plein village. Ce sont des zones un peu reculées des villages. Et je ne pense pas que les débris de ces comment j'appelle ça, de ces terres exploitées retombent dans des lagunes. Je ne pense pas. Ok, voilà, ce sont des choses qu'on met de côté, voilà, qu'on ne reverse pas dans des eaux. Okay. Voilà, moi, je pense que les eaux sont potables et les populations gagnent plus avec les entreprises minières que... Okay. Monsieur Soro, lui, il a des exemples à foison. Hein. Monsieur Soro, oui. Alors, merci. Juste une petite question. Est-ce que vous connaissez le PNSO? Le Programme national de santé oculaire. Vous connaissez? Le programme, oui, j'ai déjà entendu parler. Vous avez entendu parler, ok, j'en parlerai tout à l'heure. Vous savez, vous avez parlé de RSE. Il a le sens du teasing, hein, M. Soro, c'est ça, il a le sens du teasing. Pas du tout. Vous avez parlé de RSE. Donc, il faut, encore une fois, autour de la zone d'exploitation, il y a des actions qu'on mène qui sont des actions qui sont en dehors, je l'ai déjà expliqué, du cadre légal. Et l'objectif de ces actions, c'est d'obtenir, on va dire, non seulement le développement de la localité, mais aussi et surtout la licence sociale. Est-ce que ce n'est pas trop en faire? Parce que je vois que vous insistez dessus. J'en viens. Non, écoutez, si vous permettez 2 secondes, il y a un État. Oui. Il y a un État régalien qui a pour but de pouvoir la population de certaines choses. Oui. Vous, on a l'impression parfois que vous voulez être plus royaliste que le roi. Pas du tout. Pas du tout. C'est le contraire. Ce que nous faisons, si l'État avait prévu de faire ça dans cette localité, il l'aménage ailleurs. Et ça permet d'étendre le développement. Mais je voulais aller plus loin avec un exemple. Vous savez, en général, les sociétés extractives, les sociétés minières, plus précisément, ils font ces actions autour de leurs zones d'exploitation. Mais la société dans laquelle je suis, qui est Fortuna Mining, Rocks Gold Sango, donc, a décidé de ne pas seulement se focaliser dans sa zone d'opération. Donc, dans ce cadre-là, le PDG a mené une réflexion et a dit, OK, on va mettre en place un programme qu'on appelle le programme de partenariat national pour le développement durable, qui en fait accompagne l'État de Côte d'Ivoire dans l'atteinte des objectifs du développement. Et le cas spécifique de ce programme cette année, c'était d'accompagner le programme de santé oculaire, le PNSO, dans l'opération, dans la prise en charge des cataractes. Vous savez, quelqu'un qui ne voit pas, je ne vous dis pas, il ne sait même pas comment est son enfant, une dame. Il ne sait même pas quelle couleur a ce qu'on lui sert à manger. Donc, nous avons décidé d'accompagner donc le programme national de santé oculaire, donc, qui est le ministère de la Santé, et nous avons fait une opération de 400 patients à Séguéla, 300 à Odiéné, où on ne perd pas, on n'a aucun permis à Odiéné, 300 à Bouna, on n'a aucun permis à Bouna, et nous avons octroyé 547 paires de lunettes à Bounjali, aux élèves des lycées et collèges. On n'intervient pas là-bas. Bref, pour dire quoi? Nous disons que aider l'État de Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement l'aider dans la zone où on intervient. On peut faire des actions, des responsabilités sociétales un peu partout à l'échelle nationale. Qu'est-ce que vous dites aux responsables qui se disent « ça c'est à l'État de faire, nous on fait ce qu'on a fait dans le cadre de la loi ». Oui, c'est vrai. Il y a des chefs d'entreprise qui réagissent, qui raisonnent comme ça. Nous, on est venus pour faire notre business, on respecte la loi, le reste, le superflu, on n'en veut pas. Pas question de faire du taekwondo avec eux. Non, 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 on donne ce qu'on a et l'État gère. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça encore. Oui, vous savez, vous l'avez dit au début de l'émission, vous avez dit que Stan a son idée à lui en tant que responsable. Moi, j'ai mon idée à moi. Les sensibilités. Voilà, les différentes sensibilités. Vous savez, nous sommes tous des humains. Et nous savons tous... Nous sommes tous des businessmen aussi. Bon, tout à fait. Mais nous savons tous que l'État ne peut pas tout faire. Exactement. Et je crois que c'est une bonne moralité, une bonne conception de se dire, attention, je suis dans un État qui m'a accueilli. Je suis dans une zone
qui m'a accueilli, qu'est-ce que je donne en retour de cette hospitalité? Et donc, c'est ça. Je crois que nous devrons tous regarder dans ce sens. C'est pourquoi nous disons qu'il faut s'unir pour bâtir. Si on n'est pas unis, on ne pourra pas bâtir. Ah, vous me rejoignez parce que j'ai parlé tout à l'heure de front commun. Ah, petit à petit, hein, mes amis, je vous disais c'est en que- train de venir. Hein, mon idée est en train de faire du chemin. Tout à l'heure, je parlais de front commun. On a failli me traiter de tous les noms. Non, pas du Mais tout. je vous assure qu'avant la fin de l'année, on aura un bon spot publicitaire de tous ceux qui sont dans l'écosystème minier pour vraiment dire quelque chose qui va aller contre les orpailleurs. Moi, ça va faire plaisir. Alors, Ampleur veut intervenir. Oui, je souhaiterais intervenir. Vous voulez renchérir? Exactement. Ces opérateurs qui ne souhaiteraient pas faire plus. Dire qu'en plus... Non, c'est pas qu'ils ne veulent pas. Eux, ils font. Parce que soyons honnêtes, faire plus, c'est faire ce que. Eux, ils veulent tout simplement faire ce que la loi. On ne peut pas les blâmer pour ça. Pour eux, ils viennent dans un endroit, ils font ce que la loi recommande. Mais ce Soro, lui, dit non, il faut aller plus loin pour avoir une licence sociale. J'aime bien ce mot, une licence sociale. Est-ce que la licence sociale est compatible avec l'esprit du businessman? Exactement, c'est le thème sur lequel j'allais venir. Quand je dis plus, c'est plus que la loi. Parce que est-ce que l'État... faire plus que la loi, c'est respecter la loi? Exactement, l'État vous donne une autorisation pour travailler. Non. Mais après cela, Comme je disais tout à l'heure... l'autorisation d'aller au-delà, de faire plus. Est-ce que faire Non. plus que la loi, c'est faire la loi? Non, loi, plus c'est que la la loi, on nous dit. Je donne un exemple. Plus que la loi, si la loi vous dit de construire une école et que vous allez construire 2 écoles, je ne pense pas que la loi va vous punir. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, faire plus que la loi. Parce que vous avez utilisé tout à l'heure le thème permis social. Parce que vous avez l'autorisation de l'État de travailler sur ce territoire, mais les populations doivent être en accord avec vous pour que vous puissiez mener à bien vos activités. Okay. Et c'est là que c'est important de faire un peu plus qu'on vous demande. Ok, après tout ce qu'on a dit là, on est allé vraiment positivement hein, dans tous les sens, c'était très enrichissant. Ça permet aussi de savoir que moi j'ai retenu beaucoup de bonnes choses concernant votre dimension sociale et sociétale, et puis aussi le fait qu'après tout, derrière cette carcasse d'hommes d'affaires aigus, pointus, c'est quand même des hommes. Nous sommes des hommes. Alors, qu'est-ce qu'on réserve demain aux générations futures, chacun dans son domaine? Quelles sont les solutions, les différentes solutions? Qu'est-ce que vous préconisez après tout ce qu'on vient de dire? Stan? Alors, si je peux commencer, moi je pense que le sujet sur notre continent et même le sujet au niveau de son excellence Alassane Ouattara, la jeunesse. Je pense que la jeunesse, on pourrait faire beaucoup plus. C'est-à-dire qu'en tant qu'industrie, c'est vrai que nous, depuis quelques années, que ce soit des mines ou des sociétés, on va parler dans les écoles, on va parler aux jeunes pour leur ouvrir les yeux un peu sur les opportunités qu'il y a. Je ne sais pas, les entreprises pourraient passer un peu plus de temps peut-être à faire des cours ou des modules, avoir une meilleure interaction. Je pense que là, il y a quelque chose qu'on peut vraiment faire parce qu'on a des personnes qui sont techniquement à un niveau très élevé. Et je veux dire, ça, c'est des choses qui seraient assez simples. Et puis en plus, ça nous arrange après parce que quand ils arrivent sur le marché du travail, ils sont prêts. Ils sont prêts. Donc moi, ce serait vraiment, je pense, la jeunesse. La jeunesse. Préparons notre avenir. On sait comment est aujourd'hui, mais on sait comment on pourrait être demain. Ok. Ça, pour Stanislas, c'est la jeunesse. Qu'en est-il de Fabrice? Oui, pour moi, ce n'est pas forcément la jeunesse, ce n'est pas forcément ou seulement la jeunesse, c'est de mobiliser et de sensibiliser tout le monde sur le bien fondé de la chose. Aujourd'hui, quand je parle de bien fondé de la chose, on a eu des entreprises telles que la CI, voilà, qui a octroyé des bourses d'études à des amis qui sont allés en Russie, qui sont dans des pays pour aller fréquenter, qui sont revenus ici. Voilà. Donc, je pense qu'on doit aider l'État à vraiment aussi travailler. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que les chefs d'entreprise miniers créent soit, comment j'ai appelé ça, un organe qui allait les aider à lutter contre l'exploitation illégale comment j'appelle ça, dans les zones minières. Je pense que si chaque industrie, chaque entreprise aide l'État, je pense qu'on pourra vraiment aider le secteur à plus employer et plus à créer beaucoup de richesses qui seraient bénéfiques tant pour les collectivités dans les zones rurales que pour les exploitants eux-mêmes.
D'accord. Alors, cher ami Edes, on pleut. Oui, vous, les solutions. Les solutions, moi j'irais sur le plan de l'implication des communautés. Donc, dans cette activité-là, comme on le disait, les communautés connaissent assez mal donc, les activités que nous menons. Donc, moi, je proposerais de créer un cadre permanent de concertation avec ces populations-là, afin, dans un premier temps, de les sensibiliser réellement aux activités que nous faisons et, d'autre part, de prendre en compte leurs besoins réels, parce qu'ils ne peuvent être satisfaits que si les solutions qui sont apportées répondent à leurs attentes. Et ce cadre-là permettra de recueillir leurs attentes afin d'y remédier réellement. D'accord. Et puis, on va bien sûr refermer avec mon voisin de droite, M. Soro. OK. Moi, je crois qu'il faut former la jeunesse. Ah, tout le monde est d'accord, hein? Tout le monde faut former les gens. Est d'accord sur la jeunesse. Hein? Oui, c'est surtout la formation. J'insiste sur l'aspect formation parce que, vous voyez, on parle du contenu local. Dans le contenu local, il y a l'employabilité. Donc, il y a l'emploi local. Mais on ne peut pas employer des gens qui n'ont pas la compétence. Je suis confronté à ce problème dans mon entreprise. Je vais bien employer les jeunes de la localité, mais hélas, ils n'ont pas les compétences. Ce qui m'amène à développer des programmes de formation. Et je crois que les entreprises extractives doivent mettre l'accent sur la formation des qualités du personnel local. Et ça va réduire, on va dire, ça va favoriser le contenu local. Parce qu'on se plaint aujourd'hui qu'il y a trop d'expatriés, mais si on n'a pas la compétence au niveau local, il va de soi qu'on aille chercher en dehors du pays. Donc, pour moi, l'élément clé, c'est vraiment la formation. Et j'ai parlé de la faiblesse qui était liée à la chaîne d'approvisionnement. Si nous arrivons à résoudre ces deux leviers, je pense qu'on sera très loin dans le contenu local. Quid de la transition énergétique? Absolument aussi. Vous savez, la question énergétique, les industries extractives en ont fait cas cette année. Je veux dire, on a eu un souci énergétique, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, en tout cas certaines, ont commencé à développer, on va dire, les énergies renouvelables pour pouvoir alimenter leur usine. Et ça, c'est important parce qu'on a eu un petit souci. Donc, il est important déjà de commencer à prévoir et à prévenir ce qui viendra. Messieurs, merci infiniment. J'ai passé un très bon moment avec vous. Parce que vraiment, j'ai beaucoup appris à vos côtés, avec mon œil amateur, donc j'ai appris énormément. Merci Benoît, merci Stan, merci Edes, merci Fabrice, merci pour ce que vous apportez au CIREX, merci pour ce que vous apportez aux populations au quotidien, qui savent ce qu'elles elles ont en tête à l'esprit lorsqu'elles vous voient. En tout cas, merci de ne pas être seulement que de simples hommes d'affaires, mais derrière tout ça, derrière cette carcasse, comme je disais, entre guillemets, vous avez du cœur et vous êtes des hommes de cœur. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête cette émission. On a été très heureux d'être en votre compagnie pour cette première du Grand Plateau. Je recevais donc un représentant de Fortuna Rocks Gold, de XCM, de African Resources, de XCMG, avec qui nous avons débattu d'un thème assez intéressant qu'on peut retourner dans tous les sens, les industries extractives et la société, défis économiques et impacts sociaux. Voilà, toute l'équipe de CIREX TV se joint à moi pour vous souhaiter une bonne fin d'après-midi avec Abibakou aux manettes et toute son équipe, toutes ses caméras, toute sa production, avec toutes les équipes, avec les co-animatrices Corinne, Laetitia et puis voilà, toute la bonne technique. On a été très heureux d'ouvrir les vannes de ce CIREX au niveau de l'audiovisuel. Merci. Je suis Marcelin Gouvoy, votre serviteur. Bonne soirée. CIREX.